vais faire une petite image. Donc j'ai mon clavier, ça c'est le clavier. J'ai donc la mémoire, la RAM, dans laquelle il y a ma variable qui est déjà créée. Et je veux donc récupérer une donnée depuis ce clavier et la mettre dans cette variable. Alors il faut que je passe par l'objet CIN et par l'opérateur d'extraction. L'opérateur CIN et cette écriture déjà, il signifie tout simplement je veux brancher ou je veux créer un tunnel. C'est un peu difficile de dessiner comme ça, mais je m'excuse auprès de vous pour ce dessin comme celui-là. Donc on n'a pas de moyen de faire mieux. Et les chevrons, en fait, ils traduisent le sens du flux, le sens de l'acheminement des données. D'accord? C'est du clavier vers. Et je dois écrire aussi X, le récepteur. Vous voyez, il y a la source émettrice, c'est CIN chevron. Tout ça, ça veut dire le stream. Un stream, ça veut dire flux. Stream. En français, on va dire flux. Flux, ça veut dire passage. On dit flux d'atomes ou bien flux d'électrons ou flux de matière. C'est quelque chose qui bouge donc dans un tuyau. Donc CIN chevron, ça représente un flux. Un flux qui est orienté du clavier vers la RAM. Et puis il va falloir que je désigne un emplacement dans la RAM qui va recevoir la donnée. Et vous voyez que c'est relativement très simple. Donc, par exemple, imaginons cette fois-ci, j'ai une autre variable, y, et ben je pourrais lire les deux en écrivant comme ça. CIN, X, chevron encore, Y. Ça me permet de lire X et Y à partir du même flux. C'est comme si je dis le premier morceau, je vais le mettre, le premier bloc de données. Il faut bien imaginer des blocs qui vont bouger ici, des blocs de données. Le premier bloc, je le prends pour X. Le deuxième, je le prends pour Y. Bien sûr, celui qui serait lu le premier, c'est X. Donc ça s'interprète dans ce sens-là. D'accord? Je lis donc dans X, ensuite je lis le bloc suivant dans Y. Et vous pouvez donc enchaîner comme ça. Vous pouvez lire autant de variables que vous voulez de cette manière. Alors maintenant, pour la sortie, le principe est identique, sauf on oriente le flux vers l'extérieur. Ça veut dire cette fois-ci, j'ai la RAM ici. Ça, c'est la RAM. J'ai un dispositif de sortie, donc c'est en standard l'écran. Ça peut être l'imprimante, attention, donc on pourrait bien orienter les données vers l'imprimante. Et j'ai donc un flux orienté dans ce sens. D'où les signes inférieurs. Vous voyez? Le signe inférieur. Ce flux-là, il s'appelle Cout. Celui-là, il s'appelle Cin. Donc, je veux par exemple afficher la valeur de X, ensuite la valeur de Y. Je pourrais bien l'écrire comme ça. Cout. Alors, chevron vers le récepteur. Vous voyez? C'est vers Cout. Ensuite, je pourrais même écrire des commentaires en disant X égale, par exemple. Donc, j'ai choisi d'injecter. Justement, ça s'appelle l'opérateur d'injection. Ici, l'opérateur d'extraction. Donc, supérieur, on l'appelle opérateur d'extraction. Il extrait extraction. Il fait l'extraction d'une donnée pour la mettre à l'intérieur. Celui-là, plutôt, on injecte de l'intérieur, on y injecte des données pour les faire sortir. Et donc, on l'appelle, l'autre opérateur, on l'appelle opérateur d'injection. Alors, je pourrais donc injecter, j'ai commencé par injecter un texte avant d'injecter la valeur de X. Ensuite, je veux injecter un autre texte. Imaginons, je veux revenir à la ligne, je vais faire anti/n. Ensuite, je veux injecter un autre texte en écrivant y égale, avant d'injecter la valeur de y.
Et enfin, j'injecte un retour à la ligne, par exemple, avant de mettre le point verbe. Regardez, c'est une phrase un peu longue. J'ai écrit donc cout, c'est un seul cout avec plusieurs injections. J'injecte le texte fixe, ensuite la valeur, un retour à la ligne. Et donc si je veux dire, imaginons par exemple on a 3 dans X et on a 4 dans Y. Quel serait le résultat à l'écran? Je vais avoir X égale, d'accord? C'est le premier texte qui va s'écrire. La valeur de X, ça veut dire 3. Un retour à la ligne, donc je reviens à la ligne. Y égale 4. Et puis un retour à la ligne. Le curseur, il va se trouver ici, à la 3e ligne. Le curseur qui clignote, vous allez le voir à la 3e ligne. Voilà, donc c'est une manière de faire l'écriture qui est vraiment simplifiée. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit que vous pouvez bien orienter ou bien aiguiller ou faire aiguiller ce flux. Au lieu qu'il aille vers l'écran, vous pouvez le faire aiguiller vers un autre dispositif de sortie. Par exemple, si vous avez une imprimante, que je vais dessiner comme ça, donc alors pour moi ça c'est une imprimante. Vous pouvez très bien donc réorienter ou bien faire aiguiller ce flux. C'est comme si on va le capturer et le mettre ici. D'accord? On pourrait aussi faire ce même aiguillage vers un disque. C'est-à-dire, c'est comme si je lui dis, au lieu d'écrire à l'écran, prenez ces données-là et écrivez-les sur un disque. D'accord? C'est une manière qu'on pourrait faire pendant l'exécution. Quand vous exécutez votre application, vous pouvez toujours, il suffit juste de faire un petit signe supérieur et je dis, je veux aiguiller les données vers. Par exemple, exécuter mon application. Là, je mets le nom de l'application. Et je fais un petit supérieur en disant, je veux aller vers un fichier, par exemple. Et je mets ici, par exemple, résultat.texte. Automatiquement, donc, je lui dis tout ce qui sort par cout, vous le capturez et vous l'envoyez. Ça ne va plus apparaître à l'écran. Vous l'envoyez vers ce fichier. En fait, je vais vous faire une petite démonstration, si vous me le permettez, pour comprendre un peu ce que je viens de dire. Regardez, par exemple, là, je suis sur la console et je vais exécuter, je vais me mettre sur C, par exemple. Je vais agrandir autour de cet écran. Je vais réduire un petit peu pour que vous voyez l'écran en entier. Je fais n'importe quelle commande. Par exemple, si je me mets dans un certain dossier que j'ai déjà créé, par exemple. Alors là, je suis en face de mon dossier de travail. Par exemple, si je lui dis juste, dites-moi qu'est-ce qu'il y a dans ce dossier, par cette commande, par dire directory, donc c'est une commande qui permet de visualiser le contenu. Regardez, il y a un seul dossier, test, ici. Il est composé, ce dossier-là, qui s'appelle MyPy ou mes fichiers Python, ils sont là. D'accord? Il y a plutôt un seul dossier, il contient un seul sous-dossier. Alors, mais je peux aiguiller le résultat de cette commande vers, d'accord? Vers un fichier que je vais créer. Je vais dire réponse. .txt. Alors, regardez ce qui va se produire. C'est comme si la fonction, la commande, il va passer maintenant silencieuse. Je ne vais plus voir d'effet à l'écran. Vous voyez, en fait, j'ai plus d'effet. J'ai appliqué la même commande que ce que j'ai ici. Sauf que là, je lui ai dit, au lieu d'afficher le résultat à l'écran, faites-le aiguiller par le supérieur vers ce fichier. Et donc, regardez maintenant si je refais dire, je vais trouver qu'il y a déjà un fichier qui a été créé. Et si j'entre dans ce fichier, je vais l'ouvrir.
par exemple en disant pad réponse, ça c'est un éditeur, réponse.txt. Regardez, je vais trouver dans ce fichier le résultat de la commande dire. Vous voyez, il a même créé c'est-à-dire la création du fichier, il a été fait avant même de faire l'aiguillage. C'est tout à fait normal parce que pour aiguiller, il faut créer le fichier. C'est pourquoi ici dans le résultat, puisque dire, il permet de consulter le contenu d'un dossier, on voit déjà le fichier. Le fichier qui contient ce contenu. D'ailleurs, ce que je montre maintenant, c'est le contenu de notre fichier. Vous avez bien vu donc qu'il est bien possible de faire de l'aiguillage comme ça. Par exemple, si je mets help, il permet d'afficher le système d'aide pour ce système de commande. Pour ça, ça donne de l'aide sur les commandes Windows. Regardez, ça va défiler. C'est beaucoup de lignes qui vont défiler. Mais si je veux lire tranquillement, attentivement tout ça, je ne veux pas le lire comme ça dans cet écran. Je veux les lire en les mettant dans mon fichier et après je pourrai donc revenir les lire. Regardez, je vais faire help, aiguiller, je dis orienter le tout vers, et je vais dire help.txt. Je suis en train de créer, c'est comme si je lui dis le résultat de cette commande help, mettez-le pour moi dans ce fichier. Alors, donc ça va passer silencieusement aussi. Donc je ne vais plus voir de résultat à l'écran. Mais si je mets dire, je vais voir qu'il y a le fichier help qui a été créé. Et si je rentre dans ce fichier pour le voir, je les visualise par Notepad++ en mettant help.txt. Je vais voir que le fichier, donc, il a capturé l'ensemble des sorties. Ce que nous aurions pu mettre ou ce que nous aurions dû mettre à l'écran, on l'a capturé, on l'a orienté vers le fichier. Donc, toutes les sorties qui peuvent se faire par cout peuvent faire l'objet d'une capture, d'une orientation vers l'imprimante ou bien vers le disque. D'accord? Dans ce cas-là, lorsque vous exécutez votre application, vous n'allez rien voir au niveau des résultats, vous n'allez rien voir à l'écran, vous allez donc juste soit les orienter à l'imprimante, vous allez les voir imprimer, ou si vous les orientez vers le disque, vous allez les sauvegarder sur un fichier. Donc retenons bien ces deux opérateurs, opérateur d'extraction, opérateur d'injection. Mais n'oublions pas ce qu'on a dit la dernière fois, on a dit que normalement, pour faire un CIN X, la bonne écriture serait de mettre std :CIN. Il faut toujours l'écrire comme ça. Pour faire appel aussi à un cout, pour écrire quoi que ce soit, il faut aussi, la bonne écriture, c'est de mettre std :cout. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on dispose d'un domaine qui s'appelle std et les objets CIN et cout, ils sont à l'intérieur de ce domaine. C'est des êtres qui se trouvent à l'intérieur d'un domaine qui s'appelle std. Et donc, si vous voulez les utiliser à l'extérieur de ce domaine, vous êtes ici dans un domaine externe, vous ne pouvez pas y aller sans écrire std :CIN. Donc, pour accéder à un être se trouvant dans un domaine, vous devez d'abord passer par le nom du domaine. Donc, ça c'est le nom absolu, si vous voulez. C'est le nom qu'il faut utiliser si vous êtes à l'extérieur du domaine qui contient ces êtres. Alors, sauf que comme dans le même programme, on pourrait peut-être utiliser CIN et cout des dizaines de fois, l'idée, pour ne pas réutiliser, pour ne pas donc réécrire pour beaucoup de fois ce terme-là, ou cette partie-là, l'idée c'est juste de mettre un using, écrire donc cette phrase au début, tout au début de votre programme, using namespace en un seul mot, std. D'accord? D'abord, pour pouvoir utiliser ces objets, il faut mettre
include, ça c'est obligatoire, include IO input-output stream. En C++, c'est pas la peine de mettre .h, on le met plus. D'accord? On comprend que c'est du .h. Donc juste le nom. Et puis juste après, il faut mettre using namespace std. Et maintenant, l'utilisation, ce genre d'utilisation, il va se simplifier uniquement par cin, x, cout, x. D'accord? J'ai plus besoin à chaque fois de répéter cette partie-là. Il y a quelqu'un qui voulait poser une question? Monsieur, Oui. si on veut afficher dans l'écran, ça veut dire entier, Oui. par exemple int x, avec l'utilisation de std. Répétez s'il vous plaît. Vous avez donc un objet déclaré qui s'appelle x. Voilà, et je veux afficher à l'écran int x, par exemple. Je veux utiliser std de point count tout En affichant, regardez, x est un objet qui... l'entier x. Voilà. X est un objet qui se trouve maintenant dans la mémoire. D'accord? Parce que veut dire faire ce genre de déclaration? Ça veut dire que vous avez créé dans la RAM un espace qui s'appelle x. Maintenant, vous voulez le mettre à l'écran. Pour le mettre à l'écran, il faut faire l'écriture cout. Cout. Est-ce que vous voulez écrire la valeur? La valeur de x? Non, je vais écrire int x, ça veut dire le type. Vous voulez dire c'est de quoi le x, type? Ben, vous l'écrivez par un texte. Vous mettez int x, comme ça. En réalité, sûrement, on doit trouver donc sous forme de fonction ou bien d'objet quelque chose qui, dans C++, qui doit nous dire c'est quoi le type d'une variable. Mais si vous le connaissez, vous mettez directement la phrase entre guillemets, le texte, parce que quand vous mettez quelque chose entre texte, entre guillemets, sous forme de texte, il va l'écrire tel qu'elle est. Int x, et si vous voulez maintenant ajouter la valeur, vous pouvez même, on pourrait faire comme ça. Regardez, je vais mettre cout, juste pour que l'utilisateur comprenne un peu ce qu'on va lui dire. Je vais dire le type de x, et, par exemple, deux points, int. Voilà. Alors, je pourrais revenir à la ligne. Par exemple. Ça, c'est une première écriture. Je veux écrire maintenant la valeur. Je vais écrire comme ça. Et cette fois-ci, le texte, il va changer. Je vais dire la valeur de x est regardez, ici, j'ai utilisé le nom de x. Je reviens à la ligne, par exemple, en mettant anti-slash n. Vous comprenez la différence entre les deux, bien sûr. Ici, on a écrit juste un texte constant pour rappeler à l'utilisateur que le type de x, c'est int. Mais si maintenant je veux afficher la valeur de x à l'utilisateur, il faut que je fasse comme ça. Donc un petit commentaire qui spécifie que représente cette valeur. Et puis la valeur, il faut que pour l'avoir, il faut que je mette le nom de l'objet, le nom de la case mémoire, sans mettre les guillemets. Parce que si jamais vous mettez les guillemets, ben, vous allez voir x, la lettre x, pas la valeur. Ça marche? Oui, monsieur, merci. Je vous en prie. Voilà concernant donc ces opérateurs et ces objets d'entrée-sortie, c'est in, c'est out. Nous avons un autre objet qui fait les sorties, c'est CR. CR. Et la dernière fois, souvenez-vous, j'ai dit c'est pour afficher des messages d'erreur. Quand il y a donc quelque chose qui cloche au niveau de l'exécution du programme, si vous détectez ce problème-là, vous pouvez donc expliquer à l'utilisateur c'est quoi le problème. Donc en affichant un message sur son écran. Alors vous allez me dire, eh ben, cout il fait la même chose. Oui, c'est vrai. Sauf que cout pourra faire l'objet d'aiguillage. Vous vous souvenez de l'aiguillage dont j'ai parlé tout à l'heure? C'est-à-dire vous pouvez rediriger les sorties par cout, vous pouvez bien les rediriger vers l'imprimante,
ou bien vers le fichier. Donc rien n'apparaîtrait à l'écran. Sauf pour CR. CR, il n'est pas sujet à, ou il n'est pas sujet, il ne peut être sujet à une redirection. Donc tout ce qui est affiché par CR est forcément transmis à l'écran. Vous voyez, c'est pourquoi il y a les deux. D'accord? C'est-à-dire lorsque vous affichez par cout, normalement c'est pour aller vers l'écran. Mais vous pouvez donc toujours capturer ces données et les aiguiller vers l'imprimante. Vers l'imprimante, ou bien les aiguiller vers le disque. Donc ils ne vont plus apparaître à l'écran. C'est ça donc ce que j'ai expliqué tout à l'heure quand j'ai affiché mon invite de commande. Vous l'avez bien vu quand on a fait help, on l'a orienté vers le fichier, donc rien n'apparaîtrait à l'écran. Mais par contre, lorsque vous mettez par CR, le flux, il ne peut être redirigé. Celui-là, il est figé vers l'écran. D'accord? Il écrit toujours vers l'écran. Vous ne pouvez pas donc, il ne pourra pas faire l'objet d'un aiguillage. Et justement, c'est pourquoi on l'a appelé CR, parce que les erreurs, quand il y a un message d'erreur, il faut absolument, c'est un peu en temps réel, c'est un peu conversationnel. À chaque fois qu'il y a le message d'erreur, il faut qu'on affiche quelque chose à l'écran. Il ne faut pas qu'on le mette sur un fichier, parce que si on le cache sur un fichier, l'utilisateur peut ne pas s'en rendre compte. Donc celui-là ne peut pas faire l'objet, tous les messages qui sortent avec CR ne peuvent être aiguillés vers un autre dispositif de sortie. C'est pourquoi donc il y a ce troisième ou cette deuxième façon de faire des sorties. Il est donc spécialement consacré pour les messages d'erreur. Vous comprenez maintenant c'est quoi la différence entre CR et cout? Quand est-ce qu'on utilise CR? Quand est-ce qu'on utilise cout? En d'autres termes, tout ce qu'on fait avec un cout pourra être fait avec un CR si vous n'envisagez pas d'aiguillage. Si par contre vous envisagez à ce que les données soient aiguillées, et bien tout ce qui doit l'être, tout ce qui doit être aiguillé, vous devez le mettre avec un cout. Tout ce qui ne doit pas l'être, vous devez le faire avec un CR. Mais en termes syntaxiques, ils s'utilisent de la même manière. Ici, on a donné quelques exemples. Là, j'ai expliqué la notion d'espace. Voilà, je pense que c'est tout ce qu'on avait vu la dernière fois. Donc, on s'est arrêté, je pense, dans cet apport-là, sur les pointeurs. Et vous vous souvenez, en fait, c'était notre dernier mot, donc la séance dernière, lorsque quelqu'un m'a posé une question sur c'est quoi la différence entre ça et ça. En tout cas, donc on arrive j'ai rappelé un peu, ça m'a pris donc ce temps-là, mais c'est pas grave parce que je sais que ce sont des notions nouvelles pour vous, donc ça nous a pris ce temps pour faire le rappel, pour les rappeler encore une fois. Alors maintenant, ce que je vais continuer à ce niveau-là, pour aller vers la notion de pointeur, et juste on aborde cette notion et on prendra notre pause, si vous voulez. Donc, concernant donc l'apport, c'est le numéro 7, je pense. Oui. Donc, on va dire l'apport numéro 7. C'est relativement au pointeur. La façon de faire l'allocation, c'est plutôt plus exactement au niveau de l'allocation. On a des opérateurs en C++, opérateurs d'allocation de mémoire. Alors, quels sont ces opérateurs? Nous avons l'opérateur new. L'opérateur new, il va remplacer malloc, calloc, et on a l'opérateur delete, c'est un peu comme en SQL, qui va remplacer free. Donc on ne va plus utiliser free, on va le remplacer à chaque fois par delete. On ne va jamais ou plus jamais utiliser ces fonctions.
on va les remplacer par new. Alors, c'est quoi l'apport? Regardez par exemple, si je veux créer un espace d'entier, un espace dynamique d'entier, par exemple un tableau de taille variable, je dois écrire comme ça. D'accord? Donc ici, j'ai créé deux variables, la variable t et la variable n. Et la variable t, il sert à pointer sur un espace mémoire qui n'est pas encore créé. Contrairement, quand vous faites comme ça, je vais le faire à ce niveau-là. Désolé. Est-ce qu'il est mon autre écran? C'est ici. Ah, c'est fini donc pour celui-là. Je vais créer encore d'autres. Alors, contrairement, donc si vous êtes à ce niveau-là, si vous avez plutôt fait ce type d'écriture, int t10, je veux bien que vous faites la différence entre cette écriture et celle-là. Alors ça crée quoi au niveau de la mémoire? Ça crée un bloc figé de taille fixe. C'est ce qu'on a appelé toujours un tableau. D'accord? Avec des cellules numérotées de 0 jusqu'à 9. Jusqu'à 9. Et t, c'est un pointeur fixe qui pointe constamment sur le premier élément. C'est ça donc ce que fait cette déclaration. Si vous faites comme ça, par contre, qu'est-ce que vous avez créé alors? Vous avez créé juste une case, t, qui ne pointe encore sur rien. Vous avez créé que le pointeur. Mais vous n'avez pas encore créé le lieu là où les données vont résider. Et justement, c'est là où il y a la différence. Ici, on a figé le bloc, c'est à 10, on ne pourrait plus le faire augmenter ou bien le faire réduire. Ici, par contre, je pourrais même le faire avec une variable. Ça veut dire que je pourrais créer une variable. Je pourrais donc lire une donnée dans n par scanf, par exemple, si je continue toujours dans C. Scanf %d adresse de n. Voilà, donc ça va valoriser la case n. Par exemple, imaginons en réponse à cette action, quelqu'un il a lu 10. Lorsqu'on lui a demandé la valeur de n, il a transmis 10. Ben maintenant, puisque j'ai la taille, je pourrais donc aller créer l'espace. Et pour créer l'espace, comment est-ce qu'on faisait? On devrait écrire t égale malloc n multiplié par size of int. Alors ici, donc, puisque malloc il sert à allouer toutes sortes de données, on doit rappeler c'est quoi le type du pointeur. En mettant ici int étoile. Souvenez-vous, je vous ai dit toujours, vous diminuez d'une étoile. Si vous avez ici int étoile, là vous devez avoir int. Si vous avez 2 étoiles, ici int étoile, et ainsi de suite. Donc il faut toujours écrire comme ça. Alors cette écriture, qu'est-ce qu'il va faire? C'est celle-là qui va créer donc un bloc de 10 cases, de n cases pour dire, parce que actuellement n il contient 10. C'est pourquoi j'ai dit 10 cases, mais sinon on va dire de n cases. Et puis l'adresse de ce bloc, il va être posé ici. Et automatiquement, donc, ce pointeur, il viendra pointer ici. Donc, en comparant les deux vues actuellement, à partir de ce moment-là, c'est-à-dire juste après l'exécution de cette commande, malloc, les deux schémas, ils vont se ressembler. C'est exactement la même chose maintenant. Sauf que ce t, il peut bouger, celui-là. Il peut bien bouger dans cet espace, parce que c'est une variable. Par contre, celui-là est une constante. Il est constamment figé au début. Il ne peut pas bouger. Par exemple, si quelqu'un fait t++ ici, tout de suite, vous allez avoir une erreur. Parce que un tableau, c'est une adresse fixe. C'est l'adresse du premier élément. Par contre, ici, si quelqu'un fait par la suite t++, ici, par exemple, je fais t++,
automatiquement, qu'est-ce que j'ai fait? Je viens de déplacer la flèche pour la mettre au niveau de la deuxième case. Donc, j'ai fait bouger mon pointeur suite à cette commande T++, ou bien cette action T++. Vous voyez donc les différences entre les deux vues, celui de gauche et celui de droite. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un tableau statique. Tableau statique. Ça, c'est ce qu'on appelle un tableau dynamique. Pourquoi dynamique? Parce que moi, en tant que programmeur, je ne pourrais pas savoir combien d'éléments vont être alloués. Qui a décidé de ça? C'est celui qui a lu N, ça veut dire c'est l'utilisateur. Celui qui a répondu à ce message, en répondant par 10, il a créé 10 éléments. Mais s'il avait répondu par 100, il va créer 100 éléments. Donc moi, je sais que par contre, je pourrais les numéroter de 0 jusqu'à n-1. Parce que j'ai déjà la valeur dans n. J'ai accès à n et donc je pourrais savoir, au final, je pourrais savoir combien l'utilisateur il a choisi de réserver de cases. Mais en tout cas, ce n'est pas moi qui a choisi le nombre de cases. C'est quelqu'un d'autre. Et c'est pourquoi donc on parle de dynamique. Alors jusqu'à présent, sur ce que je viens d'expliquer là, on ne voit pas encore l'opérateur new et l'opérateur delete. Regardez, je vais revenir là pour vous le montrer. Ici, nous avons dit, au lieu d'utiliser malloc, ben ça y est, il faut l'oublier, il faut le remplacer par new. Regardez, en fait, si je veux continuer toujours le même exemple ici, c'est l'exemple C, je vais donc écrire de cette manière. Je vais reprendre ce que j'avais écrit tout à l'heure. Int étoile malloc n multiplié par size of int. Je ferme. Et puis je mets point virgule, bien sûr. Alors, regardez, c'est une ligne qui est très longue. En tout cas, donc, je dois rappeler le type du pointeur, je dois rappeler ici le type des blocs alloués, je dois rappeler le nombre, je dois mettre size of, etc. Donc, tout ça, c'est lourd. Alors, regardez comment est-ce que je vais pouvoir le faire maintenant du côté de C++. Je vais juste le faire par ça. Je vais donc avoir la même déclaration. Les mêmes déclarations, je vais dire. Pour lire n, cette fois-ci, c'est plus un scanf. Là, j'ai utilisé scanf parce que je suis du côté de C, adresse de n. Donc, je remplace ça, je vais mettre une autre couleur. Non. Ici, donc, du côté de C++, je vais faire de cette manière. Cin x, vous voyez, c'est relativement plus simple que scanf. Parce que scanf, il vous oblige à dire c'est quoi le type, ne pas oublier l'adresse. Et si vous faites une erreur là-dessus, la lecture, il est ratée. Pardon, c'est n. N ici. Voilà, donc ça remplace la première. Alors maintenant, pour remplacer le malloc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre t égale new int crochet n. Regardez comment est-ce qu'on a utilisé l'opérateur new. Ça va toujours avec un type et le nombre d'éléments, vous le mettez entre crochets. D'accord? Donc relativement, si vous la comparez avec l'écriture qu'on a là, eh bien celle-là, il est beaucoup plus pratique, beaucoup plus compacte, beaucoup plus pratique que toute la phrase qu'on a là. C'est un paragraphe, alors que là, c'est quelques mots et ça passe. En termes maintenant d'obtention, qu'est-ce qu'on obtient? La même chose. C'est-à-dire, de ce côté, on a une variable t qui pointe sur n cases. Et ce pointeur-là, il peut bouger, il est variable. De ce côté-là, la même chose. On a donc une variable t qui pointe sur n cases. De cette manière. Voilà donc concernant le remplacement des fonctions d'allocation par l'opérateur. Attention, new n'est pas une fonction. D'ailleurs, il n'y a pas de parenthèse ici. C'est un opérateur. Comme les opérateurs d'injection et d'extraction. Donc, il y a de nouveaux opérateurs qui viennent d'être créés ou qui ont été créés par C++. Alors, juste un dernier mot. Donc, maintenant, si on veut libérer,
je vais le faire en rouge. Si je veux libérer, donc, libérer cet espace ici, comment est-ce qu'on le fait? De ce côté-là, du côté gauche, du côté de C. Je veux libérer l'espace que j'ai alloué. Je vais mettre free. On écrit free, entre parenthèses, T. Je lui donne le nom du pointeur et comme paramètre à la fonction free. Alors ici, on le fait plutôt par delete, crochet. Attention, il faut faire les crochets pour lui dire que c'est un tableau que je veux détruire, un tableau dynamique, T. De cette manière. Donc l'opérateur delete, avec des crochets. Ensuite, vous mettez le nom du pointeur. Alors, lorsque le pointeur il pointe sur un seul élément, vous pouvez ne pas utiliser les crochets. Vous pouvez dire juste delete T. Sinon, si c'est un tableau qui pointe sur plusieurs éléments, alloués dynamiquement bien sûr, vous pouvez le faire avec, ou vous devez le faire avec delete sans oublier les crochets. De cette manière. Donc delete, il peut s'utiliser de deux manières. Je vais l'expliquer ici. Si par exemple vous avez un pointeur pour lequel vous avez alloué un seul entier en mettant t égale new int, ça fait quoi? Ben, ça fait donc une case t qui pointe sur une seule case entier. Si vous voulez détruire cette case, vous devez écrire, bien sûr après l'avoir utilisé, delete t, tout court. Alors si maintenant vous avez un autre schéma où vous avez alloué plusieurs cases, comme par exemple en écrivant t égale new int 100, combien j'ai alloué maintenant? J'ai alloué 100 cases. Donc j'ai un pointeur t qui pointe sur 100 cases. Donc ils seront numérotés de 0 jusqu'à 99. Vous voulez libérer cet espace? Comment? Delete. Crochet. Là, il faut utiliser les crochets. T. Pourquoi? Parce que si vous ne mettez pas les crochets, on comprendra que vous voulez libérer uniquement la première case. Donc il faut donc faire attention avec cet opérateur. Il y a deux types d'utilisation, donc soit sans les crochets, mais souvent pour libérer une seule case, après avoir justement aussi alloué une seule case. Ou bien si vous avez alloué plusieurs cases et vous voulez libérer la totalité, vous mettez de cette manière. Voilà donc l'utilisation des pointeurs du côté et de l'allocation dynamique du côté de C++. Ça passe donc par les deux opérateurs nouveaux, new et delete. Je ne sais pas s'il y a des questions avant de prendre notre pause. Monsieur? Oui. Monsieur, les crochets de delete sont toujours vides? Oui, exact. Ils sont toujours vides. Ça veut dire qu'il y a une seule information à lui dire. Est-ce que c'est un tableau à détruire? C'est-à-dire, est-ce que c'est un empilement de cases à détruire ou bien c'est uniquement une seule case? Donc, s'il y a une seule case, vous ne mettez pas les crochets. Si vous avez un empilement, vous mettez plutôt les crochets. Et ça doit être en liaison avec ce que vous avez fait dans l'allocation. C'est-à-dire, il ne faut pas que j'alloue, par exemple, comme ça, et que je détruis de cette manière. Ça, c'est pas possible. Regardez, je mets la flèche, comme ça. Ça veut dire quelqu'un qui a alloué une seule case et quand il veut déallouer ou libérer, il fait les crochets. Ça va être problématique. Ou si quelqu'un alloue un tableau et puis il utilise l'autre forme de delete. Donc, il ne faut pas faire ce genre d'erreur. C'est-à-dire vous allouez un seul et vous détruisez par multiple, ou bien vous allouez multiple et vous détruisez par un seul. Normalement, il faut être en conformité avec ce que vous avez alloué. Vous avez alloué une seule case, vous faites le delete sans mettre les crochets. Vous avez alloué plusieurs cases, vous devez faire le delete avec les crochets. Ça marche? Oui, ça marche, monsieur, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On prendra donc notre pause. Oui. Y a-t-il quelqu'un qui veut poser une question? On est 31, donc ça veut dire on a combien d'absents? On a 4 absents? Bon.
Très bien, donc juste après la pause, donc on prendra une pause de 15 minutes. Ça vous convient?